Ok, alors bonjour à tous et bienvenue à la grande finale de l'hackathon Maël. C'est une finale tant attendue et spécialement attendue par les 6 équipes d'élèves ingénieurs passionnés qui vont vous présenter ce matin 6 projets passionnants. On a une bien belle matinée devant nous. Aussi, sans plus attendre, je vais passer la main à Bruno Darboux, président d'Aerospace Valley. Bonjour à tous, Bruno Darboux, président du pôle. Très content d'être avec vous ce matin et j'espère qu'on aura une matinée dynamique. Alors le pôle, je rappelle que c'est une structure qui est en charge d'animer et de développer les 3 filières de l'aéronautique, de l'espace et des drones sur le Grand Sud-Ouest. C'est une tâche passionnante en ce moment pour l'aéronautique. En allant directement là-dessus, vous savez qu'on n'a rien moins qu'une révolution à réaliser ensemble. Donc, c'est l'avènement de la transition énergétique pour l'aviation et l'avènement d'une aviation décarbonée, avec une neutralité carbone à laquelle tout le monde s'est engagé. Mais maintenant, il faut trouver les chemins qui vont nous amener vers cette neutralité carbone. Donc, cette révolution, on a des atouts sur le territoire du Grand Sud-Ouest pour être les premiers à la maîtriser. Mais on a besoin de forces vives. C'est dans ce contexte-là qu'on est très content de faire un bout de chemin avec vous. Donc avec le IGSI, avec l'ESTIA, avec ELISA ce matin, parce qu'au-delà des compétences qui sont disponibles dans nos laboratoires, dans nos écoles et dans nos entreprises industrielles, on a besoin d'encore plus de créativité, encore plus de passion que dans le mode précédent. On est revenu à l'ère des pionniers pour l'aéronautique et donc on compte sur vous. On a besoin aussi non seulement de nouvelles qualités, on a aussi besoin de quantité, donc on a besoin de beaucoup d'étudiants qui sortent plein d'énergie des écoles et qui viennent dans les entreprises et dans les labos de l'aéronautique et de l'espace. Vous avez entendu le chiffre du GIFAS, 15 000 embauches cette année. Donc, un avenir pour la filière, c'est sûr. Alors, un petit bout de chemin ensemble ce matin sur l'aviation légère. C'est l'initiative du pôle que de faire en sorte que le Grand Sud-Ouest soit le pionnier pour mettre sur le marché des nouveaux aéronefs de l'aviation légère, décarbonés. Mais on a besoin d'aide pour ça. Donc, vous êtes là pour répondre à ce challenge. Je vais en rester là parce que ça va être précisé après les modalités de la matinée. Ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'un petit conseil pour ce matin, dans les pitchs, soyez bien sûr clairs, soyez bien sûr convaincants, mais aussi montrez votre enthousiasme. On a besoin d'enthousiasme dans cette filière. On n'en manque pas, mais on a besoin de vous pour nous aider à réaliser ce challenge. Voilà, bonne matinée à tous. Merci Bruno. Donc vous avez le programme sous les yeux, comment ça va se passer là ce matin. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons donner la parole aux écoles qui nous ont donc accueillis pour cet hackathon. Alors nous allons commencer par Frédéric Thivet, donc directeur de l'EXI, pour présenter son école et puis pour nous faire un retour d'expérience. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, alors pour cette deuxième édition de l'hackathon Maël organisée par le pôle Aerospace Valley, je voudrais d'abord souligner que les 4 écoles qui ont répondu présent et qui sont là aujourd'hui, ce sont les 4 écoles de l'Alliance ISAE Nouvelle-Aquitaine. L'Alliance ISAE Nouvelle-Aquitaine, ce sont donc l'EXI La Rochelle, ELISA Aerospace à Saint-Jean-d'Illac, Estia à Bidart et également l'ISAE ENSMA à Poitiers. Cette alliance, ce sont les 4 écoles du groupe ISAE à l'échelle nationale qui sont implantées en région Nouvelle-Aquitaine et elles rassemblent les écoles qui sont particulièrement tournées vers l'aéronautique et le spatial. Ça représente, cette alliance, le tiers des diplômes d'ingénieurs qui sont délivrés en région Nouvelle-Aquitaine, avec plus de 750 diplômes d'ingénieurs délivrés en 2021 et avec une forte croissance de ce nombre de diplômes délivrés. Alors, avec l'hackathon Maël, nous parlons d'innovation et d'entrepreneuriat en particulier, sujet sur lequel ces 4 écoles sont particulièrement investies. Si je me focalise sur mon école, l'EXI développe déjà de belles actions dans ce domaine. L'EXI opère un incubateur qui est soutenu par le département de la Charente-Maritime et qui accueille chaque année une douzaine de projets de création d'entreprises créés par des étudiants, portés par des étudiants de différents établissements d'enseignement supérieur du département.
Et chaque année, il y a 4 ou 5 entreprises qui sont créées, qui sortent de cet incubateur. Et on a fêté en 2021 la 100e entreprise issue de là. Et en particulier, l'une des entreprises issues de cet incubateur, c'est Elixir Aircraft que vous connaissez. L'EXI coopère également avec les établissements du site Rochelet, un programme de formation menant au diplôme d'étudiants entrepreneurs et qui concerne 25 à 30 étudiants chaque année. À noter qu'en 2021, ce sont 3 élèves ingénieurs EXI qui ont reçu le premier prix Pépite en Nouvelle-Aquitaine. Et puis enfin, en amont de ces dispositifs, l'EXI fait travailler toute une promotion pendant 1 an sur des projets innovation entrepreneuriat par équipe de 7 sur des problématiques qui sont portées par des entreprises. Et c'est ainsi plus de 50 projets qui sont menés chaque année. Bon, alors, Alexis, il nous manquait une brique en amont de ces dispositifs qui était dédiée à la sensibilisation des élèves ingénieurs à l'innovation entrepreneuriat. Et cette brique introductive à nos programmes des PIE et de l'incubateur. Et en 2021, nous avons décidé de mettre en place la brique hackathon. Et lorsqu'Aerospace Valley nous a fait part de son projet d'hackathon Maël, nous nous sommes immédiatement portés candidats à l'organisation d'une session à La Rochelle. Alors, cette première session, elle a rencontré un vrai succès. Plus de 60 apprenants, étudiants ou apprentis qui ont participé. Nous avons accueilli des étudiants d'autres établissements, notamment de l'ISAE ENSMA. Et sur 2 jours, l'enthousiasme était là, les différentes phases du hackathon, du premier brainstorming à l'exposé final, passant par les ateliers de créativité, de prototypage, etc. Toutes ces phases qui ont été orchestrées par Joël Jacquet, que je remercie ici présent, et l'association La Matière spécialisée dans ce type d'animation. Voilà, une dizaine de beaux projets ont été présentés durant cette session. La sélection a donc été rude et finalement 2 projets ont émergé qui sont présents aujourd'hui. Un projet sur une vision futuriste du système aéroportuaire et un projet sur l'optimisation de la gestion au trafic au sol dans un aéroport. Donc, je conclurai en disant que je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour assister à cette finale régionale de ce bel hackathon et je souhaite bonne chance à toutes les équipes et bien sûr tout particulièrement à celles issues de la session organisée par l'EXI à La Rochelle. Merci à vous. Merci Frédéric. Je vais donner la parole à Christophe Villechenon, directeur adjoint des études, responsable du site ingénieur d'Elisa Aerospace. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer aussi à ce jury et à cette hackathon. Comme vous le savez, Elisa est une école assez récente qui a un peu plus de 10 ans d'existence. Notre campus à côté de Bordeaux est encore plus récent puisque nous nous sommes installés en 2018 et c'est pour ça que quand Aerospace Valley est venu nous voir pour participer à ce hackathon, c'était totalement dans notre politique interne, mais comme on était installé dans des locaux préfabriqués, on a souhaité réserver uniquement à nos équipes internes la capacité de participer à ce hackathon. J'ai fait appel à des volontaires candidats et j'ai eu le plaisir de voir 2 équipes se constituer en 2e année de classe préparatoire. Les élèves de classe ingénieur étant un peu chargés à cette époque. Et donc, nous avons organisé avec l'aide d'Aerospace, j'ai fait appel à des volontaires candidats et j'ai eu le plaisir de voir 2 équipes se constituer en 2e année de classe préparatoire. Et il y a un petit problème de son actuellement puisque je m'entends avec un peu de retard. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Ça va mieux là. Ça va mieux, d'accord. Donc, nous avons organisé à Elisa un vendredi et un samedi assez dynamique avec ces 2 équipes sous le format classique de hackathon. Ils sont restés toute la nuit dans nos locaux pour travailler et nous avons eu de très beaux résultats avec 2 beaux projets, un sur la mobilité interrégionale et l'autre sur un projet d'avion plus silencieux qu'un oiseau. Donc, comme mon collègue, je souhaite bonne chance à toutes les équipes et en particulier aux miennes. Et puis, je suis encore très heureux de cette participation, de cette première participation d'Elisa à ce hackathon Maël. Bonne journée à tous. Merci Christophe. Merci beaucoup. Donc, comme mon collègue, je souhaite bonne chance à toutes les équipes et en particulier. Encore très heureux de cette participation, de cette première participation d'Elisa à ce hackathon Maël. Bonne journée. Merci. Ouais,
maintenant, je passe la parole à Cynthia Lamode, directrice de l'Estia. Bonjour Cynthia. Bonjour, alors je ne suis pas du tout directrice de l'Estia. Je travaille dans la cellule valorisation de l'Estia qui est Estia. Le directeur ne vous en voudra pas. Donc l'Estia, c'est une école généraliste qui est basée à Bidart, qui forme à peu près 1000 étudiants par an. Qui a un fort tropisme aéronautique. On a un peu plus de 40% de nos diplômés qui rejoignent après des entreprises qui travaillent dans l'aéronautique. Donc, c'est assez naturellement, si vous voulez, que nous participons à Aerospace Valley et que Maël nous a intéressés. Alors, dans le cas de l'Estiam, nous avons enchâssé Maël dans une manifestation, un événement que nous organisons à l'Estia depuis une quinzaine d'années maintenant et qui s'appelle les 24 heures de l'innovation. Alors, c'est à peu près, c'est un hackathon géant. Et quand nous avons été sollicités par Aerospace Valley, nous avions prévu d'organiser les 24 heures de l'innovation les 9 et 10 décembre, et le hackathon tombait fin novembre. Donc, nous avons proposé de merger les deux événements, ce qui a été accepté. Et donc, les sujets Maël ont été proposés dans le cadre des 24 heures de l'innovation. Ce qui tombait bien parce que les 24 heures de l'innovation cette année avaient un focus particulier qui était la préservation de la planète. Vous m'entendez? Oui, parfait. Continuez. D'accord. Voilà. Et donc, on était bien dans la philosophie, bien dans le thème de Maël. Donc, ça s'est très, très bien passé. Et donc, nous avons proposé les projets, les sujets Maël au sein des 24 heures de l'innovation. Alors, les 24 heures de l'innovation, nous avons eu 350 étudiants. Nous avons eu 150 lycéens qui ont participé, 80 entreprises. Donc, c'était quelque chose d'assez important. Nous avons 4 équipes qui se sont positionnées sur les sujets Maël, dont 2 qui ont brillamment réussi à se qualifier pour la finale, qui sont We Are on the Air et EF Airplane, à qui je souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Alors, c'est maintenant le moment de commencer les pitchs pour les équipes. Alors, voilà comment ça va se passer. Bon, alors, je ne veux pas dévoiler le contenu de chacun des projets puisque nous allons les voir. Donc, c'était sur les 2 thématiques. Vous les avez sur l'écran, les 2 thématiques. Donc, pour mémoire, il y a eu un accompagnement au niveau technique d'innovation par votre responsable du district qui s'appelle Olivier Ropito. Et également donc l'ensemble des sponsors qui ont amené aussi une aide technique sur le contenu des projets. Alors, chaque équipe va pitcher pendant 5 minutes, c'est l'objectif. Et ensuite, nous aurons 5 minutes par le jury de questions-réponses. Alors, la façon dont on va s'y prendre, je vais annoncer, donc ça a été tiré au sort, je vais annoncer quelle est l'équipe donc qui va venir pitcher maintenant. Et en même temps, je vais annoncer l'équipe suivante qui, elle, commencera donc à se préparer, fera son warm-up sur le sujet. Donc, la première équipe à passer est une équipe d'Elisa, c'est le projet OS1. Et je demande également à la deuxième équipe de se préparer pour la suite, qui est EF Airplane de Estia. Donc, OS1, je vous demande maintenant d'allumer votre micro et votre caméra. Et au jury de vous joindre. Et au jury d'écouter et de commencer la notation. Alors, vous nous dites quand vous êtes prêts et je lance le go. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, on y va. C'est parti. Bonjour, nous sommes la start-up Oversky, composée de Justine, Alain, Joseph, Hubert et Pierre. Notre but est de remplacer la voiture par l'avion pour la mobilité interrégionale. Nous verrons dans un premier temps le contexte, puis nous verrons l'avion de la compagnie dans la première phase, ainsi que plusieurs utilisations. Nous verrons ensuite le business plan ainsi que le projet OS1. Pour finir, nous verrons le PESTEL et le SWOT. Le besoin de ce type de transport est marqué par la décentralisation ainsi que la montée en puissance des métropoles régionales. Ces événements créent un besoin de mobilité. En effet, à l'heure actuelle, la plupart des trajets sont centralisés et dépendent de Paris. Ainsi, s'est imposé le besoin d'un moyen de transport
reliant les diverses métropoles régionales. Ce dernier devra être le moins contraignant possible, tant au niveau du bruit que de la durée des vols. Il permettra aussi de réutiliser les aérodromes laissés à l'abandon. Donc, dans la première phase, notre entreprise investira dans des Augusta Westland 609, des avions à tilt-rotor à atterrissage et décollage vertical. L'avion possède une vitesse de croisière de 510 km/h ainsi que d'une autonomie de 1400 km. Il possède également une capacité de 11 personnes, dont 9 passagers et 2 pilotes. Pour son utilisation, nous avons étudié plusieurs lignes possibles, dont les deux suivantes. La ligne Nantes-Bordeaux permettrait de relier ces deux villes séparées de 276 km en seulement 40 minutes, alors qu'aujourd'hui, il faut minimum 3h20 en avion. La deuxième ligne est Limoges-Angers. Ces villes sont séparées de 228 km et il faut environ 4h15 en voiture ou en train pour relier ces deux villes. Nous ouvrirons alors une liaison aérienne entre ces deux villes pour un voyage de seulement 30 minutes. Nous avons donc étudié 4 trajets. Le développement des premières lignes se fera sur 4 ans à un rythme d'une ligne par an, en commençant par Bordeaux-Nantes, puis Limoges-Clermont, Limoges-Angers et Lille-Strasbourg. Cela nous permet de tester nos capacités et d'avoir un développement pas à pas. Chaque ligne est équipée de 2 avions avec un prix unitaire de 20 millions d'euros qui seront amortis sur 10 ans. Ce tableau compare le chiffre d'affaires année après année ainsi que les charges en personnel, en infrastructure, en carburant ainsi que l'amortissement. À T0, nous aurons donc besoin de 42,4 millions d'euros d'investissement, soit 2 appareils et les charges pour 1 an. L'OS1 est notre projet. Le but de notre startup Oversky est de permuter les AW609 en OS1. Ce seront des drones à hydrogène, ce qui permet un gain de place et un nombre de vols plus élevé sans forcément devoir à payer plus de pilotes. Donc, pour l'analyse Pestel, nous avons conclu que sur le plan politique, Oversky aspirera à devenir le numéro 1 en France en mobilité interrégionale d'ici 2035. Économiquement, l'entreprise permettra de créer de nombreux emplois, que ce soit de pilotes ou encore de mécaniciens, ainsi et de pouvoir également collaborer avec des entreprises du secteur public ou encore privé. Socialement, la création d'emplois sera également un atout très fort. Également, le fait de pouvoir relier les villes entre elles permettrait donc de les désenclaver et de les rendre plus intéressantes. Technologiquement, l'entreprise sera une révolution du fait que la technologie de tilt-rotor aujourd'hui est très rare dans l'aviation civile, qui est pourtant une technologie très maîtrisée et compte plus de 500 000 heures de vol. La cause environnementale sera une évidence, un point majeur, car notre avion, à l'issue de l'OS1, volera avec des énergies vertes. Et enfin, légalement, nous aurons besoin d'une licence A de certificat de transport aérien, le CTA, et l'avion, l'Augusta Westland 609, sera lui-même certifié en 2022. Je vais maintenant vous présenter le SWOT. Les forces de notre projet sont tout d'abord que nos avions sont à atterrissage et décollage vertical, ce qui permet une meilleure accessibilité à certaines régions à problème ainsi qu'une grande diversité de destinations. Il sera rapide et au vu des nombreux avantages, les coûts seront très compétitifs. De plus, en comparaison au trajet en voiture, il est possible de travailler durant le trajet. Enfin, nous pourrons réutiliser les aérodromes laissés à l'abandon et il sera possible d'atterrir en centre-ville. Les faiblesses de notre projet sont tout d'abord une augmentation du trafic aérien et possiblement des nuisances sonores. De plus, nous avons remarqué que certaines lignes étaient plus difficilement rentables, comme par exemple la ligne Bordeaux-Brest. Les opportunités liées au projet sont tout d'abord la possibilité d'un partenariat avec les entreprises spécialisées dans les drones déjà implantées dans les régions, ce qui nous permettrait un accès à certaines plateformes et donc de faire des vols plus longue durée. De plus, nous pourrions nous mettre au service de certaines entreprises, comme par exemple pour des réunions d'affaires. Enfin, il y a énormément de lignes potentielles. Les menaces qui pèsent sur notre projet sont tout d'abord le coût initial du projet. Il y a aussi les certifications nécessaires au fonctionnement de l'OS1, notamment au niveau du pilotage automatique. De plus, des marchés similaires se créent actuellement. Et enfin, il est possible que nous ayons à faire face à une certaine appréhension de la part des clients par rapport à la technologie tilt-rotor et à l'absence de pilote. Nous vous remercions pour votre attention et nous avons hâte de voler avec vous. Merci beaucoup, très très bien. Donc là, maintenant, ça va être le début des questions-réponses et je demande au jury d'allumer leur caméra et micro. Et allez-y, le jury, on vous écoute pour vos questions. Le jury? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Oui, moi j'ai une question à vous poser. J'aurais voulu savoir sur quelles données de fréquentation ou de flux de personnes vous étiez appuyé pour faire vos analyses. On s'était basé par exemple sur le nombre de trains reliant les villes, sur le nombre d'avions et après
pas mal d'embouteillages aussi. On avait regardé sur les cartes les embouteillages aux heures de pointe. Il y avait des données, des grands tableaux en fait avec beaucoup de chiffres sur les transports de personnel ou encore de marchandises, des différents moyens de transport, sur le train, l'avion, la voiture. On avait plein de chiffres et ça nous a permis de savoir à peu près où on en était. Voilà, quelle ligne était possible. Avec l'âge et la profession des clients. Et les données venaient d'où? Quelle en était la source? On a eu un site, c'était, j'ai plus le nom en tête, mais c'était un site, c'était transport routier, transport aérien. On les a là. Mais Ok, merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Arthur Grunewald de Voltero, une question, est-ce que vous avez quelles sont les lignes actuellement mises en place par des tiltrotors par rapport au choix de cette solution technique? Est-ce que vous avez étudié aujourd'hui comment opère cette solution de transport et pour quel domaine? Il n'y en a pas. Dans l'aviation civile, le tiltrotor serait une nouveauté. Maintenant, le tiltrotor est actuellement dans le militaire. Ouais, notamment avec le V-22 Osprey, du coup, qui a fait ses preuves dans l'armée américaine. Mais au niveau civil, à part du coup le Augusta, je pense, qui est bien plus destiné à l'aviation civile, il n'y a pour l'instant aucune utilisation civile de cet appareil. Ok, merci. Oui, bonjour Simon Dreschel. Une question sur le choix de la machine que vous avez effectuée. Moi, j'ai compris que c'était le fait de voler à l'hydrogène qui était visé. Comment vous imaginez le phasage de ce développement? À quelle échelle de temps? Et est-ce que vous débutez des opérations dans un premier temps avec un avion qui volerait pas à l'hydrogène? Enfin, comment vous voyez un peu le phasage du projet? Parce qu'il est assez ambitieux sur l'aspect hydrogène. Donc, dans un premier temps, on compte voler au kérosène. Et quand on aura la possibilité au niveau des bénéfices de transphaser nos avions, on passera par la société Universal Hydrogen, qui est une société américaine qui s'implante actuellement à Toulouse pour modifier nos avions. Le plus tôt possible, finalement. Le plus tôt possible, ouais. Joël Jacquet, Okay, vous m'entendez? Oui. Oui. Toujours sur le volet hydrogène, c'est une approche pile à combustible ou une approche hydrogène en tant que carburant que vous souhaitez implanter? Une pile. Oui. Voilà, les produits donc, que propose l'entreprise Universal Hydrogen, ça va être un kit de conversion qui associe les moteurs électriques couplés à une pile à hydrogène, ce qui permettra de mettre à jour les appareils légers pour une motorisation plus propre. Le gain en poids n'est pas évident par rapport à l'autre solution. Vous avez étudié un petit peu cet aspect? Non, pas encore. Sachant que ça arrive dans un deuxième temps, on a d'abord préféré se focaliser sur les débuts de l'entreprise. Et Universal Hydrogen, ils ont pas mal de projets, notamment avec la TR-72, mais ils l'ont pas encore fait et je crois qu'il n'y a pas encore de certification pour leur avion pour l'hydrogène. Donc, je pense qu'on va attendre de voir comment ça se passe pour la TR, sachant que la TR est bien plus gros. Donc, voilà. Ok, merci. Une autre question? La dernière? Oui, bonjour, Manuel Parmigiani. Est-ce que vous avez regardé, alors vous dites que vous pouvez faire atterrir les avions sur des pistes désaffectées ou en centre-ville. Est-ce que vous avez regardé la problématique de l'accès à ces pistes et du transfert des passagers de ces pistes à leur destination finale? Alors c'est justement c'est ça qui était intéressant dans le projet, de pouvoir effectivement atterrir plus en centre-ville. Aujourd'hui, il faudra avoir des autorisations avec les villes, etc. Ça se gérerait avec les autorités municipales, régionales, etc. Et également, du coup, avec les sociétés de transport, j'entends par exemple à Bordeaux, si TBM permet aussi de créer une ligne de bus ou alors de tram, comme ça pourra relier directement la zone d'atterrissage avec le centre-ville, les endroits qu'on va viser. D'accord.
Et sur les petites pistes qui sont pas forcément proches d'un centre-ville, vous avez des solutions? Après, étant donné qu'il n'y a que 9 passagers, je pense que c'est tout à fait possible de mettre une navette, en place. Ce serait pas possible si c'était plus gros, mais avec 9 passagers, je pense que c'est tout à fait faisable. Ok. Merci pour ces questions et ces réponses. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons passer à l'équipe suivante. Alors, je vais demander à la première équipe de fermer leur caméra et leur micro. Au niveau du jury, idem. Vous faites la même chose, vous fermez. Et je demande donc maintenant à EF Airplane Destia d'allumer leur micro, d'allumer leur caméra, et vous nous dites quand vous êtes prêts. Et bien sûr, le prochain projet qui sera Aquaballet d'Exi, de se préparer. Vous serez les prochains après. Airplane Destia, d'allumer leur micro, d'allumer leur caméra, et vous nous dites quand vous êtes prêts. Et bien sûr, le prochain projet. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, nous sommes l'équipe EF Airplane, dans laquelle nous allons présenter notre projet avec Météo Galardi. Donc, notre sujet, c'est l'avion léger, un moyen de transport utilitaire, écologique et esthétique. Donc, pour cela, nous avons élaboré un business plan pour parler de notre projet reposant sur des chiffres. Nous avons donc apporté des solutions et fait une partie communication qui repose sur le thème de l'écologie, puisqu'aujourd'hui, l'avion doit être vert, doit changer ses habitudes afin d'avoir une conduite plus responsable, d'être aussi, de prendre en compte les nuisances sonores qui peuvent impacter les populations au niveau des habitations, notamment aux alentours des aérodromes, proposer un produit innovant avec de nouvelles technologies et des trajets donc plus rapides afin de gagner du temps pour l'ensemble de la population. Donc, notre équipe est composée d'étudiants en école d'ingénieurs, notamment à l'ESTIA ou aux arts et métiers, mais aussi de lycéens. Et donc, nous avons pour cela rencontré des différents acteurs du monde aéronautique, comme par exemple Bertrand Gauthier, qui travaille à H3 Dynamics et qui a pu nous donner des conseils sur les différents aspects aéronautiques que nous n'avons pas encore abordés en école d'ingénieurs. Et d'autre part, Olivier Ropineau nous a aussi conseillé pour tout ce qui concerne le coaching business et le coaching technique de notre projet. Donc, notre sujet repose donc sur l'avion léger. L'avion léger, aujourd'hui, il est synonyme de pollution et de nuisance sonore et est vu par certaines personnes comme inaccessible. Donc, l'avion n'est pas utilisé au meilleur de ce qui peut l'être au sein de l'ensemble de la population française. Et donc, nous, notre objectif, il était simple, c'était de changer les mentalités en rendant l'avion plus populaire, de présenter un mode de transport qui est décarboné avec des moteurs, avec des batteries électriques, et de faire que l'avion électrique ne soit plus vu comme un ennemi par l'ensemble de la société, enfin par beaucoup de personnes, mais comme un ami et qui soit le plus possible utilisé. Pour cela, nous proposons de faire des transports, d'axer notre EF Airplane sur les transports régionaux de passagers, donc au sein de la France. Mais nous proposons aussi en parallèle de déployer notre activité sur des transports sanitaires et enfin des transports touristiques. Donc nos partenaires potentiels pourraient être Green Aerolays, qui est une entreprise qui fabrique des avions électriques dans le nord de la France, les régions et aussi les aérodromes, enfin l'ensemble des aérodromes en France qui sont très nombreux et qui pourraient nous permettre de déployer facilement notre projet. Donc aujourd'hui, l'aviation légère est très peu utilisée dans le secours aux personnes. On se rappelle tous lors de la crise Covid que lorsque les hôpitaux étaient débordés, il fallait utiliser des avions légers afin de transporter en urgence des patients d'un hôpital à un autre. Et ben, on pense qu'aujourd'hui, on peut déployer encore plus cette activité, notamment pour transférer un patient d'un hôpital à un autre.
puisque aujourd'hui, la France compte moins d'hélicoptères qu'elle a de départements. Alors, bien sûr, nos avions légers ne pourraient pas remplacer les hélicoptères qui peuvent se poser très rapidement et pratiquement n'importe où, mais ils pourraient venir en parallèle. Et donc, on laisserait la possibilité aux hôpitaux de prendre des rendez-vous et de permettre de prendre des créneaux et de faire des transferts de patients grâce à des applications que nous allons créer, que je vais vous parler par la suite. Donc, au cours de notre travail, nous avons rencontré différentes difficultés, notamment la difficulté de chacun des membres des équipes de FR-Plane qui n'était pas toujours disponible, puisque nous ne sommes pas tous au sein de l'ESTIA. Je suis le seul étudiant de l'ESTIA et certains sont lycéens et d'autres dans d'autres écoles. Donc, c'était difficile de se voir et donc d'affronter les problèmes. Nous avons aussi rencontré des problèmes techniques, ce à quoi Bertrand Gauthier a pu nous aider et nous épauler. Et enfin, c'était difficile de projeter nos idées dans le futur, puisqu'aujourd'hui, l'aviation légère n'a pas trouvé de solution de remplacement de moteurs qui fonctionnent au kérosène. Et donc, il fallait vraiment qu'on se projette dans un projet d'avenir et qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne la structure de coût, donc nous avons pris en compte que EFR-Plane allait avoir des avions donc électriques. Nous allons aussi avoir quelques personnels navigants avec des pilotes, une structure marketing et de communication afin de rendre l'avion plus populaire au sein de la population. Nous avons bien sûr des dépenses administratives classiques, coût de l'essence. Excuse-moi, Guillaume, on est déjà à 5 minutes 10. Il faut vraiment que tu fasses une accélération fulgurante. D'accord, donc nous avons des structures de coûts importantes. Ensuite, en ce qui concerne le business plan, nous avons 65% des personnes qui auront entre 26 et 55 ans et 53 seront des hommes. Donc, nous avons fait une étude de marché pour cela. Nous avons aussi des concurrents tels que HOP ou la SNCF. Nous avons aussi prévu une stratégie de croissance avec des drones autonomes qui ont l'avantage, donc ça c'est dans l'avenir, qui auraient l'avantage d'atterrir et de décoller de manière verticale et éviter toute nuisance sonore autour des personnes, enfin autour des habitations, autour des aérodromes. Le potentiel commercial est énorme pour les drones autonomes, puisqu'Airbus l'a calculé de 127 milliards de dollars. Donc, nos objectifs, ils sont différents. Donc, le prix maximum d'un trajet Bordeaux-Lyon serait de 70 €, alors qu'avec le TGV, il faut 5 heures et un prix moyen de 170 €, alors que pour la voiture, il faut 6 heures et 105 € en prenant l'autoroute. Les premiers contrats seraient de 50 appareils électriques pour un montant de 20 millions d'euros. Ensuite, en ce qui concerne la partie communication, Mathéo va vous en parler. Concernant la communication, on trouve tout d'abord qu'il faut parler au plus de nombre possible via les réseaux comme par exemple Instagram qui permet la création de pubs où on peut montrer tous nos différents projets. On va utiliser aussi le réseau LinkedIn qui est le plus utilisé de nos jours. Ensuite, concernant les chiffres, Instagram est beaucoup moins cher car il coûte 1,5 € par jour, dans 2760 €. Mathéo, je suis obligé de vous interrompre parce que vu qu'on a pas mal de pitch, au niveau de timing, on est très serré. Donc, ce que je vais vous demander maintenant, je suis désolé, je vais simplement demander au jury, cette fois-ci, donc, de connecter leur caméra, leur micro, et en fonction de ce que vous avez montré jusqu'à maintenant, bon, d'avoir des questions. Voilà. Donc, désolé, mais il faut vraiment être très bien sûr. Oui. Bonjour, j'avais une première question sur l'étude de marché. Est-ce que vous pourriez détailler un peu plus comment vous l'avez réalisé auprès d'un échantillon de combien de personnes? Alors, pour ça, donc, nous avons vu ça avec M. Gauthier, qui nous a donné des conseils sur ce que peuvent faire les startups en lien avec l'aéronautique. Et donc, nous, notre objectif principal, c'était d'utiliser des avions électriques. Enfin, notre flotte d'avions serait uniquement des avions électriques. Et donc, pour cela, nous avons récupéré les chiffres d'une société qui s'appelle Green Aerolays, qui fabrique des avions électriques dans le nord de la France et qui propose des appareils à partir d'environ 200 000 €.
D'accord, mais ma question portait plus précisément sur la clientèle cible, les personnes que vous avez interviewées. Alors oui, on a interviewé différentes personnes, notamment lors des 24 heures d'innovation à l'ISTIA. Et donc, notre clientèle cible, c'est plutôt des personnes qui sont jeunes, aux alentours de 25-40 ans, puisque ces personnes, aujourd'hui, ils prennent conscience que l'aviation doit être plus verte. Et s'ils veulent voyager, ces personnes veulent voyager, mais elles veulent aussi avoir un impact moindre sur l'environnement. Et donc, pour nous, dans notre étude de marché, c'est plutôt ces personnes qui sont concernées dans notre projet. Après, il y a aussi des hommes d'affaires qui veulent bien sûr gagner du temps et par exemple, plutôt que prendre 5 heures de TGV pour faire un Bordeaux-Lyon, ils pourraient prendre utiliser notre application, choisir un créneau et voler avec certains de nos pilotes et donc mettre 1 à 2 heures, beaucoup plus rapide. Et ensuite, il y a aussi toutes les personnes qui veulent faire du tourisme, mais ça ne représente pas un chiffre très important dans notre business plan. C'est une petite marge. Ok, merci. Je suis obligé d'interrompre pour garder le timing. Donc, pour les futures équipes, attention aux 5 minutes, c'est très important au niveau du pitch. Donc là, cette fois-ci, je vais vous demander, EF Airplane, donc de couper vos caméras, couper votre micro. Pareil pour le jury, mais je rappelle au jury aussi, remplissez la fiche d'évaluation aussi en même temps. Et je demande à Aquavalet d'allumer leur micro et leur caméra et à Autotract de Exi de se préparer. Vous saurez après les prochains. OK, donc vous vous souvenez, exercice 5 minutes au niveau du pitch. Vous me dites quand vous êtes prêts. Allumez votre micro. La caméra, il me semble que c'est bon. C'est bon, tout le monde entend? On voit Autotract, on ne voit pas Aquavalet. C'est normal, nous sommes tous dans la même salle. Du coup, nous passerons sur le même, avec le même compte. Mais c'est bien le groupe Aquavalet. Très bien, donc je vais me permettre de commencer. Donc bonjour à tous, à ceux qui sont ici ou au loin. Je représente donc le groupe Aquavalet et je vais immédiatement vous inviter à vous représenter un aérodrome. Un aérodrome, vous pouvez donc voir évidemment des avions, des hangars et tous les bâtiments nécessaires au bon fonctionnement de cette infrastructure, ainsi que les pistes en béton ou en herbe. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous imaginer 10 ans, 20 ans en avant, et voici ce que vous voyez maintenant. À la place des pistes en béton ou en herbe, vous voyez une énorme étendue d'eau sur lesquelles, à votre grande surprise, va se poser juste devant vous, non pas un avion, mais un hydravion qui va amérir. En effet, c'est là tout le projet de l'Aquavalet, c'est de remplacer les pistes en herbe et en béton par des étendues d'eau. Cet hydravion, attardons-nous un peu plus dessus d'ailleurs, il a la capacité de se poser sur l'eau et sur terre, pour s'adapter aux anciens aérodromes et aux hydro-aérodromes qui sont les aquavalets. Pour continuer sur cet hydravion, l'écologie est quelque chose d'extrêmement important et la pollution l'est encore plus quand il s'agit d'atterrir sur de l'eau. C'est pour ça qu'une clé essentielle de ce projet est l'avitaillement de l'avion et quelle énergie il va utiliser. C'est pour ça que cet hydravion va pouvoir se servir de l'énergie hydrogène ou électrique afin d'être propulsé tout simplement. Cette énergie aura besoin d'être créée, cet hydrogène. On a besoin de faire de l'électrolyse, donc d'avoir de l'électricité pour le créer. Et fort heureusement, grâce à l'Aquavalet, nous allons pouvoir créer de l'énergie sur place. C'est là que vous pouvez commencer à avoir la grandeur du projet, parce que le tout n'est pas simplement un projet aquatarmac. Mais partant de ces pistes en eau, nous allons pouvoir créer tout un écosystème que nous allons pouvoir exploiter. Par exemple, le long des flots, nous allons pouvoir avoir des cultures de roseaux, de bambou, qui vont pouvoir servir à faire de la biomasse pour produire de l'énergie. Vous pourrez, si nous reprenons votre imagination, voir au loin des éoliennes, des panneaux solaires ou des turbines dans l'eau, toujours pour produire une énergie verte et propre. Autre domaine fascinant, vital et inédit dans cette zone que nous allons pouvoir développer sont les champs que vous pourriez voir au loin.
des champs qui, comme l'avion, vont pouvoir se trouver dans l'eau, mais qui n'auront pas besoin non plus d'une grande profondeur. Ce sont des rizières. Des rizières qui vont pouvoir s'étendre en périphérie de l'Aqua-Valley, qui va pouvoir donc créer un secteur avec une agriculture locale. Je vais revenir maintenant à l'hydravion. Cet hydravion, un couple va en descendre. C'est un couple qui est en lune de miel, qui aurait bien aimé aller faire cette lune de miel aux Maldives ou aux Bahamas, mais pour des raisons que nous allons dire par exemple sanitaires, au hasard, n'a pas pu aller à l'international, mais forcément bien conseillés par leur agence de tourisme, ils ont été conseillés pour aller dans ce nouveau phénomène qui sont les aquavallées, qui se développent partout dans les régions en France. Et ils vont pouvoir donc se loger dans des logements un peu insolites, en roseaux, ou faits d'une manière générale avec les éléments sur place. Et ils vont pouvoir réaliser de l'activité touristique, qu'elle soit culturelle, ou comme des points sur la biodiversité, l'écologie, ou commerce et tourisme très connu et célèbre au Canada, survoler la région en hydravion, nos belles régions de France. Pour résumer, c'est un projet qui englobe énormément de secteurs et qui va pouvoir créer d'ailleurs énormément d'emplois dans différents secteurs, allant du tourisme et de l'agriculture jusqu'à l'énergie, en passant évidemment par les essentiels du fonctionnement d'un aérodrome, donc ici d'un hydroaérodrome. Nous sommes convaincus, malgré les coûts que cela pourrait engendrer, que c'est un projet qui pourrait non seulement être complètement réalisable, mais qui serait pérennisable dans le temps par la création de nouvelles activités, par exemple des Uber en avion entre les différents aérodromes, et qui créerait une réelle connectivité entre nos belles régions, en plus de les valoriser en se servant vraiment du secteur et de chaque zone pour tirer le meilleur profit de chacune de leurs caractéristiques. Le véritable frein qui pourrait y avoir serait le frein moral et psychologique que les personnes pourront avoir en se disant que l'aviation, même légère, c'est un loisir de riches, phrase que les pilotes détestent au passage. Mais avec de bonnes campagnes publicitaires, par exemple en suivant le fil directeur que je viens de vous énoncer, il serait facile d'en venir à bout très rapidement. Je vous remercie pour votre écoute. Excusez-moi. Je vais laisser mon équipe me rejoindre pour répondre à vos questions. Merci. Merci, merci, merci. Donc, le jury, allumez votre micro, votre caméra. Bon, allez-y, la première. Oui, moi j'en ai une. Comment vous faites pour transformer des pistes tendues en aquavallée? Comment vous gérez le problème de l'eau? Alors, le problème de l'eau est en effet essentiel. Je suis content que vous en parliez, vous avez bien suivi. Nous ne l'avons pas exposé dans la présentation parce que, en particulier, nous voulions une présentation générale. En fait, chaque hydroaérodrome, chaque aquavallée va être unique en dépit de la région ou de la zone où il est. Nous avons plusieurs possibilités. La première, c'est de se servir des étangs, du littoral en fonction de la situation de l'aérodrome, potentiellement des relocalisations, à la manière un petit peu de l'hydroaérodrome de Biscarrosse, qui est un des premiers historiques, puisque la France était pionnière dans le domaine. Mais pour les zones où il n'y a pas d'eau, d'étang d'eau à proximité, nous savons qu'il y a des problèmes de gestion de la pluie et du ruissellement. Et en créant des infrastructures permettant de correctement récupérer ce ruissellement, nous sommes capables de créer des zones aquatiques suffisantes pour faire des sites en aquatarmac. Ouais, peut-être une question pour moi également sur le business plan de votre entreprise. Où se situe la rentabilité finalement? Comment vous vous rémunérez sur le long terme? Sur le long terme, ce sera principalement un côté touristique avec les plus-values du long de l'écosystème,
même si la production d'énergie sera surtout utilisée au sein de l'hydroaérodrome et l'agriculture ne devrait pas apporter sera bien sûr rentable, mais ne serait pas suffisant pour rentabiliser le projet. Alors que le tourisme interrégional et même de l'international devrait être le secteur clé qui permettra la rentabilité du projet. J'avais une question sur la partie économie circulaire et donc tout l'aspect biomasse et production hydrogène in situ. Est-ce que vous avez une idée, une estimation des surfaces nécessaires ou disponibles qu'il faudrait pour assurer l'approvisionnement et l'avitaillement? Je ne vais pas m'avancer et prendre le risque de dire des chiffres. Peut-être que le reste de l'équipe les a en tête, mais non, nous n'avons pas, il me semble, à vous donner à l'heure actuelle. Nous ne pouvons pas vous dire n'importe quoi. Nous préférons éviter de donner de mauvaises conditions. Sur nous avons déjà des données par rapport aux aérodromes classiques, sur les bâtiments, etc. Après, c'est aussi une question de règlement pour l'espace, c'est aussi une question de réglementation. Parce que certains bâtiments n'ont pas à être trop proches. Bon, une autre question? Si vous n'avez pas de questions, on va donc passer à la suite. Donc la prochaine équipe, c'est l'autre équipe d'EXI, Autotract. And I will ask to get ready for the Spanish team with the project We Are on the Air from Estria. So please prepare yourself. Let's go for Autotract. Vous nous dites quand vous êtes prêts. Joël, merci. Oui, le jury redéconnecter la caméra, enfin switch off. Voilà. Quand vous êtes prêts, Autotract. Allez, go, on y va. Ah, on a perdu la caméra d'Exi. Non, c'est bon, ça revient. C'est bon, c'est revenu. Allez, c'est bon, allez-y. Go. Ok, donc bonjour à tous. Donc notre équipe s'est penchée sur l'Autotract, qui serait un robot. On vous détaillera un peu plus en détail. Notre problématique était la principale du bruit ambiant lors lors des voyages en avion, que ce soit sur Terre ou bien dans les airs. Donc, on a constaté qu'il y avait de nombreux petits avions à but commercial qui tournaient 24 heures sur 24 en France. Et cela provoque de nombreux problèmes, entre autres sur le tarmac, là où nous avons concentré notre étude. Donc, nous avons constaté de nombreuses nuisances sonores, mais également une logistique compliquée, une consommation de kérosène importante pour déplacer les avions sur le tarmac, et aussi une perte du temps due à un flux important d'avions. Donc, c'est quoi l'Autotract? L'Autotract, ça se décompose en 3 points principaux. Donc, le robot, qui est notre système principal, qui serait un véhicule électrique à 4 roues, complètement autonome, qui se rechargerait et qui aurait des batteries également. Il permettrait de tracter nos avions entre 2 zones. Donc, c'est là où vient l'infrastructure. Notre infrastructure compose une zone de recharge, une zone de chauffe, ainsi que la flotte de robots. C'est-à-dire que notre robot va aller d'un point A à un point B sur notre aérodrome et par conséquent, il va tirer l'avion, ce qui permettra de ne pas utiliser son moteur et ainsi, du coup, tout ce qui est le kérosène, etc., qui va avec. Et pour finir, l'interface de communication, parce que quand on parle de robots autonomes, on se pose la question de comment, pourquoi. Alors, tout simplement, ça utiliserait comme les voitures autonomes à l'heure actuelle, c'est-à-dire toutes les infrastructures présentes sur la piste, donc le bord de piste, les différences entre l'herbe et le goudron, par exemple, etc.
Donc, ce serait un lien de communication entre le pilote, la tour de contrôle ainsi que le robot. Alors, en ce qui concerne la partie motorisation du robot, alors nous, comme choix, on avait choisi un système de levage de roues, voilà, comme vous voyez sur la photo. Après, il y a caméra et capteur, c'est pour détecter toutes les trucs. Après, on a le moteur, choix du moteur. Ben voilà, pour le moteur sélectionné, on avait choisi le Renault R135, vu que nous, on voudrait un moteur qui est synchrone, qui offre un meilleur rendement, pas de glissement, meilleur rapport coupe-poids. Et vu que nous, on cible une vitesse sur les pistes de 50 km/h et dans les virages de 30 km/h. Et du coup, la vitesse maximale de ce moteur-là, c'est de 140 km/h. Du coup, c'est un bon choix. Après, en ce qui concerne la batterie, vu que notre robot tracteur va se déplacer souvent, du coup, vraiment, on a besoin d'une batterie qui va se charger rapidement et aussi avec une durée de vie très importante. Cette batterie-là a une durée de vie entre 10 à 15 ans, ce qui est équivalent de 500 à 1000 cycles de charge-décharge. Après, voilà. Donc, pour le procédé un peu, le déroulement des opérations, donc on va avoir deux cas de figure, soit l'avion part de l'aérodrome, soit il arrive sur l'aérodrome. Dans le cas d'un départ, le pilote aura renseigné une heure de départ sur une application et à l'heure indiquée, il dira au robot de venir. Le robot sera là sur sa zone de recharge. Le robot vient s'accrocher à l'avion et ensuite le robot tracte l'avion jusqu'à une aire de mise en route qui est isolée phonétiquement de l'environnement pour justement ne pas faire de nuisance pour les riverains. Et donc une fois que le robot a amené l'avion jusqu'à l'aire de mise en route, il se décroche, il retourne à son point de recharge où il attend un autre avion qui va se poser. Et ensuite, le pilote n'a plus qu'à mettre en route pour partir. Dans le cas d'une arrivée, le pilote avant le vol renseigne une heure d'arrivée et le type d'appareil pour que la centrale qui gère les robots puisse organiser un peu le trafic. Quand le pilote arrive, il passe un message radio et le robot qui écoute la fréquence grâce à un système de reconnaissance vocale se tient prêt à recueillir l'avion. Et donc après atterrissage, le pilote sort de la piste, coupe le moteur, serre les freins, le robot vient se prendre sur la roue avant et ensuite emmène l'avion jusqu'au parking, à la place de parking renseignée par le pilote avant le vol. Et ensuite le robot se détache et retourne soit se charger, soit aller se préparer pour récupérer notre avion. Ok, donc en ce qui concerne donc, le business model, on a proposé un petit business model à l'écran, mais outre ça, on s'est penché sur l'échelle TRL. Donc c'est-à-dire qu'on s'est fixé donc les TRL 1, 2, 3 sur tout ce qui est un peu l'idée, etc., l'innovation. Le 4, 5, 6 en ce qui concerne le prototypage et le 7, 8, 9 afin de pouvoir justement commercialiser entre guillemets le système. C'est-à-dire que lors de ces points-là, on a estimé qu'un robot va aller entre environ 70 K. Et okay. Faut accélérer là, on est arrivé à la fin. Et voilà. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, merci. Le jury, allumez votre caméra, au micro. Vos questions, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question. C'est Patrick Corbeau par téléphone. Vous m'entendez? Patrick. Vous m'entendez? Ok. Bon, je vous suis quand même à l'écran, mais j'ai pas le droit au son et j'ai le son par le téléphone. Bon, c'est Vive d'Assaut. Bon, moi, je trouve ce projet intéressant. D'ailleurs, j'en avais parlé lors d'une réunion plénière entre GIFAS et Airbus et les régions. On m'avait juste dit quelque chose, là, c'est pour les jeunes. On m'avait dit que le syndicat des pilotes était pas favorable à du taxiage autonome, à du taxiage électrique. Est-ce que vous êtes renseigné sur ce point de vue, sur ce point-là? Alors, donc, on a un peu essayé de voir, notamment avec il y a du pour et du contre, c'est-à-dire que le pilote aime garder le contrôle sur la totalité de ses manips, et que d'un point de vue autonome, c'est un peu contrarié. Cependant, certains sont quand même un peu favorables à ça parce que ça va les aider et les soulager sur certaines choses. Donc, ça reste mitigé. D'accord. Il y a beaucoup de micros qui font du bruit, bon, c'est pas grave. Et ma deuxième question,
c'est pourquoi vous avez quand même mis en parallèle un moteur thermique en plus des batteries. J'ai pas compris. Le moteur Renault, là, c'est un moteur thermique? Non. Ça, oui, c'est un moteur électrique. En fait, il y a le Renault Zoé, je crois, ZOE, tu vois. C'est une nouvelle création de la maison de Renault. Genre, ils ont mis une voiture autonome, un moteur qui est synchrone, le moteur R135 avec 135 chevaux, et la batterie lithium-ion, vu que le fonctionnement a été assez efficace. Et la batterie aussi équilibrant tout ce qui est capacité, efficacité et l'encombrement. Du coup, ça a été bien marché. Je suis désolé. Excusez-moi, j'ai un son très très mauvais, ça passe pas. Je veux juste vous dire que, bien sûr, les moteurs électriques entièrement existent, puisque nous dépassons les Falcon et les Rafales avec ce système à l'intérieur de l'usine. Et si vous voulez venir nous voir, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai. Merci à vous. Allez, d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, mon nom est Philippe Panabière. Là, vous avez parlé de petits avions commerciaux. Est-ce que vous pourriez préciser la cible? On serait entre je ne dis pas de bêtises, 4 à 17 tonnes, quoi. Pour des avions de 4 à 20 places. D'accord, merci. Et concernant l'aspect communication, vous avez abordé la communication entre pilote, contrôleur et le robot. Comment vous envisagez ce type de communication? Alors, on imaginait ça via une application. Dans le sens où concernant l'aspect communication, vous avez abordé la communication entre pilote, contrôleur et le robot. Alors, je suis désolé. Donc évidemment, on a mis en pause les questions, l'équipe. Ah, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Allez, du coup, continuons les questions. Pour répondre à cette question, donc au départ, on avait pas et on s'est rendu compte que ça pouvait avoir beaucoup de notamment en termes de réglementation, du pilote, etc. Nous, on pense à tout simplement une interface sur un bouton pour pouvoir appeler le robot. Et du coup, par un système, alors pas de copie, mais un peu plus simplifié, de pouvoir communiquer ainsi entre les trois points. Je vais compliqué au niveau des questions là. Je vais demander à la prochaine équipe We Are on the Air. Donc le jury, s'il vous plaît, coupez les micros, coupez les caméras. We Are on the Air, the Spanish team to come for the presentation. Et je vais demander à l'équipe suivante, Belair et Lisa, de faire le warm-up. Hein, vous serez les suivants. Voilà. Sorry? Les derniers. Et les derniers, last but not least. Donc, so we are on the air. You open your mic, switch on your camera. Are you ready? Yes. Do you see the screen? Yes. Perfect. Tell us. We go. Let's go. Okay. Hello, we are on the Air team and we want to present you our project about sustainable airdrome. First of all, we asked ourselves, what does the future of sustainable transport will look like? As a team, we are committed to use of sustainable airdromes. Nowadays, there are more than 150 recreational airdromes in France. So the question is, why not use them for safe, clean, and efficient air transport? In this way, we will save a lot of time, energy, while decreasing the air traffic in large airports and reducing our carbon footprint. When we started the project, we realized that we had to solve three main problems. First, climate change. Second,
to redesign our airfields to be energy sustainable, and third, to connect them to the cities and provide them with services for our customers. We will be solving these three main problems in the course of the presentation. The energy sources to make our airfield work in a sustainable way are firstly hydrogen fuel, which will be obtained from the hydrolysis of water, and secondly electricity, which will be obtained in three different ways: from solar panels, from the connection to the electricity grid, and finally from the energy that will be recovered from the airfields from our own airplanes. To recover energy from the aircraft, we want to place vertical axis wind turbine to move with the landing air and redesign the runway, basing it on piezoelectrics that will convert the pressure of the aircraft into electricity. Finally, to solve the last problem, we will connect the airdromes with the cities by using electric buses and electric cars, depending on the flow of passengers that we will have in the airdrome. Now that we have the airfield design in place, we are going to do a market analysis to see if people would be willing to use it. In our research, we have found that society's main concern is climate change, over other factors such as conflict, war, or inequality. We have also found that concern about climate change is growing among young people. For example, one study states that 6 out of 10 millennials would be willing to pay more for a sustainable product or service, compared to the 83% of the later generation, the Generation Z. So our service will be entering a very broad market with high growth and a lot of potential. So the question is, how are we going to attract these young environmentally conscious people to use our sustainable airfields? Our proposal is based in two different applications. The first, FlyFly, would be a service that would connect people who own planes with people who want to fly the same route in order to share costs. It will be a service similar to BlaBlaCar, but with planes. The second, YourFly, is a personal flight service similar to Uber, where the customer books a flight by paying a fixed commission to a pilot. Our target market will be divided into two different segments: aircraft owners and customers who will use the service. This comprises a sector of society in the age range of 18 to 35 years old, environmentally conscious, and with a medium purchasing power. The advantages that we offer to our customers are the efficiency in energy consumption, the redistribution of expenses, offering them a service that does not exist to date, a way of socializing, transparency, since the environmentally costs and services will be public, and safety, since the application will have a rating service for the pilots, and the company will commit itself to ensure that they comply with all the social and safety commitments. Once the project is completed, we want to emphasize that this new sustainable transport model will play a crucial role in the ecological transition by reducing the environmental impact while enabling fast and efficient, safe transport. Finally, we want to introduce you to the team formed by Álvaro Beristain, Agus Lombana, Beatriz Dayo, Sergio Urrutia, and myself, Rubén Garayoa. We hope you enjoy it, and thanks for listening. Merci beaucoup. Thank you very much. So now it's time for the question. Yes. Muchas gracias, amigos. So now it's time for the question from the jury. So open again your mic and your camera. And let's go in Spanish or in English, as you want. No, in Muchas English. gracias, compañeros. Do you have conduct some studies about the airfield regulation? I mean, in the way of implementation of a vertical wind turbine, for instance. Do you have an idea of the regulation constraints? So, answer.
Well, we were thinking not maybe placing the vertical axis in the main runaway, but in the proximity. So I don't think there's any problem. Good answer. Okay, next question, please. One question from me at EXI. As you know, the wind is a non-permanent energy source, so you need to make storage. How do you implant this? And what power you can store? Okay. Yeah. Well. Vale. The thing is, as we're going to be connected to the electricity grid, in case we have any problem with our energy balance, we could take the energy from the grid instead of doing it ourselves with the solar partners or with the runaways. And also, we have to, one of the points is to produce hydrogen fuel. So we could use the exceeded energy in order to storage that energy in fuel, producing by hydrolysis hydrogen. Thank you. Next question. Okay. There's maybe a last one, Cynthia from Estia. Maybe where would you implement this? Where would you start implementing this solution? Do you have already pre-targeted some aerodromes? Yeah, our plans are to implement them into the recreational aerodromes, like small aerodromes nowadays are used in order to only in a recreational way. So our plan would be to start with a couple of aerodromes and expand ourselves to France, for example. Ok, plus de questions? Ok, bon. Et maintenant, l'équipe numéro 6. Alors, I will ask you. Yes, thank you very much. Bye. Bye. Thank you. Bye, Michel. So we ask you to close your mic, your camera. Okay, and the jury, the same thing. So now, maintenant, c'est le moment pour le projet Bel Air de Elisa de nous rejoindre, d'allumer leur micro et leur caméra. Bonjour, bonjour. Bonjour Bel Air. Alors, on attend votre présentation. Elle va arriver, j'en suis sûr. C'est un peu le but. Voilà, parfait. Mettez-la en diapo, enfin en présentation, voilà. Ah non, vous avez deux écrans, faites attention, on voit les deux écrans. Voilà, parfait. Parfait. Allez, on y va. C'est parti. Vous avez 5 minutes. Respectez ce délai. Merci. C'est parti. Go. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes Bel Air Aviation, une jeune start-up française créée par 4 étudiants. Nous avons remarqué que les nuisances sonores des aérodromes empêchent leur bonne intégration dans les infrastructures des communes. Dans ce contexte, il est nécessaire de réduire drastiquement les nuisances de l'aviation légère. C'est pourquoi nous sommes demandé comment l'avion pouvait devenir aussi bruyant qu'un oiseau. Pour y répondre à ces problématiques, nous vous proposons la solution Bel Air Aviation pour un avenir sans son. Notre projet consiste en la création d'un transporteur au sol 100% électrique et d'un avion évolutif muni d'une motorisation hybride. Cela répond parfaitement à la volonté actuelle de transition écologique tout en garantissant une aviation plus silencieuse et plus verte. Tout d'abord, notre transporteur au sol, le Buzzy, c'est un véhicule 100% électrique qui permet de tracter l'avion du parking jusqu'à son point d'attente avant le décollage et qui peut le ramener jusqu'au parking après l'atterrissage. Il est autonome grâce à la combinaison de capteurs et de GPS. En cas de problème, il est pilotable à distance. Et bien sûr, il est fourni avec une borne de recharge alimentée par des énergies renouvelables à disposition de l'aérodrome. Voici maintenant le cœur de notre projet, notre avion l'Euro-One. Sa vitesse moyenne de 120 nœuds permet de transporter 4 personnes sur 600 km. Son aérodynamisme a été optimisé grâce à des pièces monoblocs en matériaux composites. Sa masse totale est de 1464 kg, mais sa répartition reste à finaliser. Son hélice est entraînée par un moteur électrique
qui sera alimenté par une turbine à kérosène pendant le vol et par des batteries pendant les phases de décollage et d'atterrissage. Son évolutivité prévue à la conception lui permettra à terme de remplacer le kérosène par de l'hydrogène et les batteries par des supercondensateurs. Également, l'utilisation de volets hypersustentateurs lui permettra de décoller et d'atterrir sur de faibles distances. L'ensemble de ces technologies vont diminuer fortement les coûts. En effet, il va y avoir une forte réduction de la consommation de carburant et les périodicités de maintenance seront plus longues et plus simples. Passons maintenant au business plan. Une rapide étude de marché portant sur les 489 aérodromes du sol français peut ressortir que tous sont confrontés aux nuisances sonores et à la hausse du prix du carburant, que les utilisateurs, donc les aéroclubs, les particuliers, sont en attente de solutions, qu'il n'y a pas de produits existants pour concurrencer le BCI, que la flotte de l'aviation légère est vieillissante et il y a peu de constructeurs, et enfin que le ROAN n'a pas d'équivalent. On constate donc que la demande est effective et qu'il n'y a pas d'offre pour y répondre. Notre projet répond à cette forte demande et c'est pourquoi nous allons maintenant vous présenter notre SWOT. Notre principale force est le fait que l'objectif du projet soit non polluant et silencieux. Ensuite, au niveau des opportunités, nous développons une nouvelle mobilité verte. Sur le plan de nos faiblesses, nous avons de faibles ressources financières. Et enfin, sur les menaces, nous arrivons dans un marché en développement. Donc, pour la mise en œuvre du projet, nous ferons appel à des experts pour nous guider afin de s'assurer que chaque étape soit faisable et répondre aux certifications de l'aéronautique, notamment la certification 1623 pour notre avion. Concernant la commercialisation, nous allons utiliser les canaux du B2C, en passant par les réseaux sociaux, les presse spécialisés et un site internet, et du B2B en faisant des présentations directes dans les aérodromes et dans les plus grands salons. Les prix de vente prévus sont de 17 000 € pour le BUSI et de 230 000 € pour le ROAN, ce qui le place sur le marché, mais plus intéressant par les avantages technologiques présentés précédemment. Nous avons prévu de structurer le financement de la manière suivante. Une partie subvention qui concernera toutes les aides publiques, une autre partie de participation regroupant tous les acteurs privés voulant participer au projet, et une dernière partie financée par le premier succès de notre entreprise, donc le chiffre d'affaires du BUSI. Donc voici notre estimation des finances. On retrouve dans les tons rouges tout ce qui va concerner les dépenses, séparées en 4 parties, et en vert tout ce qui concernera les rentes dues aux ventes de nos produits. On retiendra principalement que la certification se fera en 2e année pour le BUSI et en 3e année pour le ROAN, que la production du BUSI se fera dès la fin de la 2e année pour le BUSI et en 4e année pour le ROAN, qu'au bout des 3 ans, on aura des fonds supplémentaires grâce à la vente du BUSI, qu'on obtient une rentabilité annuelle à partir de la 6e année et qu'on a un remboursement total du projet au bout de la 10e année. Vous demandez maintenant sûrement que retenir de ce projet innovant et d'avenir. Déjà, dans un premier temps, le BUSI va permettre de démarrer le projet dès à présent. Le ROAN, c'est un avion quasi silencieux avec une faible empreinte carbone. On pourrait le comparer à une volée d'oiseaux. Également, son évolutivité va lui permettre d'intégrer les nouvelles technologies et ainsi d'être toujours en avance sur sa concurrence. Également, c'est une association géniale de briques technologiques. Et enfin, cette nouvelle mobilité va faire s'envoler en fait le marché de l'aviation légère et sans doute créer de nouvelles transversales. Alors n'oubliez pas, Bel Air Aviation prend un avenir sans son. Et merci de votre écoute. Et aussi également un grand merci à toutes les personnes qui nous ont épaulés durant ce projet et notamment Avion Mauboussin. Est-ce que vous avez des questions? On est là pour y répondre. Alors, merci beaucoup. Vous êtes on time, vraiment parfait, excellent. Bon, alors, question-réponse, le jury, s'il vous plaît, pour cette nouvelle entreprise qui vient juste de se créer, Bel Air. Je vous écoute, enfin, on vous écoute. Oui, bonjour, merci. Allez-y. Oui, merci. Donc, une question sur la cible de l'aéronef. Est-ce que vous avez une idée des concurrents actuels qui pourraient exister par rapport à votre solution? Donc, on n'a pas vraiment de concurrents directs pour l'instant parce qu'ils ne font pas exactement les mêmes types de propulsion que nous. Mais après, il y a toujours, bien sûr, les grands concurrents de l'aviation légère. Qui sont dans tous les aérodromes, mais qui pour le coup, eux, ne sont pas verts. Ok. Prochaine question. Arthur Grunwald-Voltairo, une petite question un peu plus technique. Avez-vous bien identifié les sources de nuisances sonores des avions actuels et quelles sont-elles? En fait, les principales sources de nuisances sonores, enfin du moins, c'est au moment du roulage. Donc là, elles sont entre guillemets palliées par le BUSI. Et c'est surtout dans les zones de décollage et d'atterrissage. Et donc là, vu qu'on serait 100% en batterie sur les vols, sur les phases de décollage et d'atterrissage, il y aura toujours le bruit
principe de l'hélice, parce qu'on ne peut pas le négliger, mais sinon toute la partie moteur, en fait, on l'entendra quasiment pas. Entendu, merci. Effectivement, le bruit de l'hélice est un enjeu important. C'est ça. Ok, prochaine question. Allez-y. Est-ce que vous avez envisagé que le e-bus puisse recharger l'avion au roulage? On ne l'a pas envisagé, mais effectivement, ça peut être une possibilité. Faudra voir si sa capacité de batterie sera suffisante pour pouvoir le recharger, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il soit trop lourd, etc., pour pouvoir bien se déplacer. Mais ça peut être effectivement une possibilité, oui. Alors, vous avez un nouvel employé avec Guillaume hein, dans votre entreprise. Voilà. Une autre question? Bertrand Gauthier, H3 Dynamics, j'ai 2 questions. Première question, à quelle échéance vous envisagez le passage à l'hydrogène pour être 100% vert, en tout cas dans les airs? Et deuxième question, est-ce que vous avez envisagé un business model plutôt de location de vos équipements? Donc pour le temps, pour l'hydrogène, on ne sait pas encore, ça va dépendre du développement de la technologie, tout simplement. Nous, dès qu'elle apparaîtra, on sera prêt pour l'intégrer. Et pour le coup, on ne sait pas vraiment combien de temps ça prendra. Et pour la location, on n'est pas trop basé là-dessus. On voulait plus faire de la vente, mais ça peut être aussi effectivement une possibilité. Merci. Ok, bon, et ben nous arrivons. Est-ce que vous avez une autre question? Parce qu'on a juste encore un peu de temps. Il y a largement de temps maintenant. Allez. Tu pourras me repasser le présentateur. Alors, je vais vous demander maintenant. Alors, merci beaucoup, Belair. Merci beaucoup. Donc, merci. Hein, vous déconnectez caméra, micro, mais toutes les équipes, vous restez connectés à la salle de jury maintenant. Vous avez reçu le lien, hein, vous vous connectez sur cette partie-là. Donc, tous les autres équipes, tous les autres personnes, vous restez. On va vous montrer une petite vidéo pendant la délibération, c'est-à-dire les 25 prochaines minutes. So the Spanish team as well. So Nobody leave. Nobody leave, exactly. So you stay with us, okay? And during 25 minutes, you will have a marvelous video, okay? And at 5 to 11, okay, the jury will come back and we will explain what will come just after. Okay, so maybe let's go for the video. Stephen, si vous voulez prendre un café en regardant la vidéo, c'est le moment. Donc, Philippe Panabière, donc moi je suis chargé de mission innovation et partenariat à la direction des services de la navigation aérienne, alors plus spécialement à la direction de la technique et de l'innovation qui est située à Toulouse, et je suis également membre du comité opérationnel de la mise en œuvre de l'agence de l'innovation pour les transports à la direction générale de l'aviation civile. Alors l'AIT, l'agence de l'innovation pour les transports, est une volonté du ministre Jean-Baptiste Djebari, le ministre en charge des transports, qui a voulu, à l'image de ce qui a été fait il y a quelques années à l'agence de l'innovation pour la défense, mettre en place un accélérateur, un projet innovant qui couvre la totalité du secteur des transports. Hasard du calendrier, aujourd'hui, 22 novembre, Jean-Baptiste Djebari était présent à la DTI à Toulouse pour inaugurer officiellement l'agence de l'innovation pour les transports. Il est passé ce matin dans nos locaux à visiter notre hub innovation et à assister à certaines présentations et dévoiler une plaque dans le hall de la DTI qui lance officiellement l'agence de l'innovation pour les transports. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pourquoi cette agence de l'innovation pour les transports? En gros, c'est pour relever 4 grands défis qui nous attendent dans un avenir plus ou moins proche. Tout d'abord, c'est pour assurer une transition écologique et énergétique, très clairement. Également, d'accompagner la révolution digitale avec de nombreuses données qui commencent à exister et aujourd'hui qu'il va falloir valoriser et protéger pour certaines, puisque la DGAC a quand même un certain nombre de données sensibles qui aujourd'hui
notamment les échanges, communication vocale entre les contrôleurs aériens et les pilotes d'avion sont des données relativement sensibles, mais qu'on peut, dans certains contextes, essayer de valoriser toutefois, en respectant bien sûr les règles de la RGPD. Également, c'est pour avoir une certaine résilience des services de transport, notamment en période de crise, et pour cause, puisque avec l'exemple que nous avons eu très récent de la crise de la Covid-19, qui n'est pas malheureusement encore complètement terminée, il y a eu pas mal d'impacts, notamment dans le secteur des transports. Donc pour assurer une certaine régularité dans ce domaine-là, on a besoin aussi de l'Agence de l'innovation pour les transports. Et enfin, c'est d'assurer la cohésion entre les territoires et offrir des services. Donc, le ministre a clairement annoncé, et aujourd'hui il a rappelé encore, que l'innovation était certainement la clé pour pouvoir relever ces 4 grands défis. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc les objectifs de l'AIT sont regroupés un petit peu dans cette pyramide qui est là. D'abord, cette agence, elle est basée sur les 2 grandes directions du ministère, que sont la Direction générale de l'aviation civile d'un côté et la Direction générale des infrastructures, du transport et de la mer de l'autre côté. Ce sont les 2 grandes directions du ministère. Donc, la volonté du ministre était de rassembler ces directions autour de ce projet fédérateur commun qui est l'Agence de l'innovation pour les transports. Et aujourd'hui, il y a déjà une 50aine d'agents de ces 2 directions qui travaillent quotidiennement pour le bénéfice de l'Agence de l'innovation pour les transports. Le but, c'est que cette agence se trouve à la conjonction de tous les secteurs de transport, puisque l'aviation civile d'un côté, et Patrick Sénard vous expliquera un petit peu plus en détail tout à l'heure, ce que l'on fait notamment pour accueillir les nouveaux aéronefs et les drones en particulier dont on vient de parler juste à la présentation précédente. Et l'idée, c'est d'essayer d'une part de coordonner, de simplifier et de centraliser, ce qui peut déjà exister, d'accompagner les porteurs de projets innovants dans l'ensemble du secteur des transports, et également de faciliter l'expérimentation et le passage à l'échelle dans les territoires, d'établir des partenariats, et aujourd'hui le ministre a signé 2 partenariats avec la FIP d'un côté et la DSPC également. Enfin, impulser une culture d'innovation au sein de cette AIT du secteur des transports et bien évidemment identifier, capter les références en matière d'innovation. On peut passer à la suite. Donc, je vous ai mis là le petit calendrier. Vous voyez que l'agence, elle est toute récente. L'annonce ministérielle a été faite en avril, le 8 très exactement. Le 13 juillet, les préfigurateurs de l'AIT, qui sont Claire Barito pour la DGITM et Frédéric Medioni pour la DGAC, ont remis un rapport de préfiguration au ministre, qui depuis a reçu la lettre d'accord du ministre, qui valide la totalité des propositions qui lui avaient été soumises. Le 30 août a été lancé un appel à projet, donc je parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, qui est le premier appel à projet dans le cadre de l'Agence de l'innovation pour les transports qui s'appelle Propulse. Et donc la deuxième quinzaine de novembre, on y est, même si on est presque sur la 3e semaine de novembre. Donc aujourd'hui a été inaugurée à Toulouse officiellement l'Agence de l'innovation pour les transports. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Celle-là, on peut la sauter aussi. Merci. Donc, dans le programme Propulse qui a été lancé le 30 août, donc il y avait 4 volets ou 4 gros piliers dans lesquels on a fait des appels à projets. Donc, une partie qui concerne essentiellement à l'interne des 2 directions, les agents de la DGAC et de la DGITM, donc c'est le volet intrapreneuriat, le premier. L'autre volet qui concerne tout ce qui peut toucher au transport durable, et c'est même la mobilité verte, le terme exact de l'appel à projet. Le 3e volet, c'est celui que présentera plus en détail tout à l'heure Pascal, mais qui est dans le cadre de l'AIT, essaie d'accompagner ce que l'on appelle le programme U-Space de la DGAC. Et enfin, sur tout ce qui concerne la communauté de données, également le 4e volet de cet appel à projet. Voilà. On peut passer, merci. Donc,
À part le volet intrapreneuriat qui sera clôturé à la fin du mois de novembre, les autres appels à projets sont tous clos aujourd'hui. Et l'idée, c'est un petit peu ce que vous avez sur la partie droite de la slide. En premier lieu, c'est d'aider à lever, s'ils existent, des jalons réglementaires. Et dans le domaine des drones, c'est peut-être là-dessus que vous aurez besoin de l'AIT et de sa branche DGAC pour pouvoir essayer d'avancer sur des projets un peu innovants qui se heurtent aujourd'hui à la réglementation. C'est d'apporter aux porteurs une aide contractuelle et juridique, aider également à la recherche de débouchés sur certains projets, mettre en relation l'ensemble du réseau scientifique. Donc là aussi, des partenariats sont prévus avec des organismes nationaux dans le cadre de l'AIT pour aider les porteurs à pouvoir trouver les compétences ou les ressources nécessaires pour pouvoir avancer sur leurs différents projets. C'est assurer une certaine logistique au projet. Alors ça, c'est essentiellement la mise à disposition de locaux, et c'est l'objet de la visite du ministre aujourd'hui, puisqu'à la DTI à Toulouse, nous disposons d'un hub d'innovation qui vient d'être mis à disposition de l'AIT, où on pourra héberger des projets innovants dans le secteur des transports et pas uniquement réservés au secteur aérien. C'est bien évidemment avoir un certain relais de communication, puisqu'il y a un site internet dédié, il y a eu plusieurs communications du ministre. Je suppose que dans les jours qui viennent, vous allez voir aussi les annonces qui ont été faites aujourd'hui être reprises dans la presse. Et je crois même que ce soir, alors ce sera en région, et c'est plutôt la région Midi-Pyrénées pour le coup, mais c'était France 3 qui était présent aussi, donc il y aura un petit reportage sur l'AIT. C'est aider également la mise en relation avec du soutien financier pour pouvoir avancer sur ces projets-là. C'est assurer du coaching et puis enfin d'accéder, c'est peut-être pas le plus négligeable des points, aux différentes connaissances métiers qui sont aujourd'hui au sein de la DGAC d'un côté, de la DGITM de l'autre. On peut passer à la suite. Je crois que c'est la fin. Voilà. Donc j'en ai fini. Merci. Bonjour à tous, ravi de me joindre à vous et merci de l'invitation. J'espère que la présentation que je vais pouvoir faire vous passionnera au point où je pourrai vous aider dans vos constructions d'hypothèses de projets. Je vais vous parler en fait d'une ressource qui n'est pas infinie, donc elle devient forcément rare à force d'avoir de plus en plus d'aéronefs dans l'espace, et que donc en fait la nouvelle mobilité qui est recherchée doit tenir compte de cette disponibilité de cette ressource. Donc, alors je viens de cliquer. Mathilde, c'est bon. Alors, en fait, on part de l'hypothèse que pour cette nouvelle ressource, nous allons avoir un certain nombre de nouveaux véhicules et surtout de nouveaux trafics. Et on a aujourd'hui bien en vue les capacités et les performances de ces nouveaux véhicules qui sont relativement diverses. Et je me suis cantonné ici uniquement aux véhicules que l'on appelle dans notre métier les véhicules légers, puisque c'est l'objet de Maël de rester dans ce domaine. Donc on a à la fois des drones de différentes tailles, des drones sans passagers et plus facilement de livraison, puis peut-être de transport cargo et également de transport passager avec les eVTOL ou les taxis aériens dont tout le monde a entendu parler. Mais derrière ça, on voit bien aussi arriver une sous-catégorie de l'aviation d'affaires que j'appelle l'aviation d'entreprise et qui peut effectivement devenir une mobilité facile pour des chefs d'entreprise qui doivent se déplacer entre plusieurs régions ou au niveau national pour cela. Et la question que nous, navigation aérienne, avons, c'est en fait quelle place pour le contrôle aérien. Ce contrôle aérien que je représente ici avec un homme et un contrôleur pose question avec tous ces nouveaux engins, toutes ces mobilités, et ce contrôle aérien doit évoluer. Et c'est la question qu'on se pose à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne, avec de nombreux projets et études qui sont en cours, de manière à maintenir, améliorer la sécurité et la sûreté, mais avec un nouvel enjeu,
que tout le monde connaît aujourd'hui autour des aéroports, qui est l'acceptabilité sociale avec les questions de bruit, de pollution. Alors évidemment, les mobilités nouvelles reposent sur une aviation verte, mais n'oublions pas la question du bruit qui reste centrale aussi dans le développement de toute aviation. L'autre question centrale, c'est l'accessibilité. Pour avoir une aviation, il y a des points de départ, il y a des points d'arrivée, et il y a des conditions météorologiques, il y a des contraintes de relief, des contraintes d'espace. Il faut se faufiler dans un certain nombre de couloirs pour respecter la sécurité. Et en fait, aujourd'hui, nous savons, grâce aux nouvelles technologies, que les capacités et les aptitudes à pouvoir rejoindre des points compliqués aujourd'hui avec des trajectoires rectilignes, demain, elles peuvent devenir accessibles avec des trajectoires courbes. Grâce aux technologies GNSS, des procédures ont été développées et permettent donc d'augmenter la capacité et l'accessibilité d'un certain nombre de points. Le deuxième, c'est aussi l'accessibilité en zone urbaine. Alors, on pense bien sûr à l'urban air mobility des drones, mais n'oublions pas que dans ces zones urbaines, nous avons aussi des hélicoptères légers et puis les fameux taxis aériens qui vont devoir se partager finalement cette ressource rare, mais tout ça en lien avec les populations survolées et notamment donc tous les riverains que sont les personnes vivant dans ces zones denses. Pour ça. Et on sait aujourd'hui que on peut reposer sur un certain nombre de nouveaux moyens de communication, navigation et surveillance, que les aéroports vont évoluer également pour accepter ces nouveaux types de trafic, mais reste derrière la gestion globale de l'ensemble de ce trafic avec ce que l'on appelle la gestion du trafic aérien, ATM. Donc pour nous, c'est un enjeu qui n'est pas trop connu dans l'aviation, puisque c'est vrai que c'est le métier principal des services de la navigation aérienne. Et néanmoins, nous avons aussi, nous, une problématique d'innovation, une problématique d'évolution et d'orientation générale de nos services à rendre pour cette nouvelle mobilité. Et c'est pour ça que, en fait, au-delà des règlements qui aujourd'hui ont été discutés et sont d'application au niveau européen, ce sont que des premiers niveaux de règlement. Nous savons qu'ils vont se renforcer au fur et à mesure que les expériences, au fur et à mesure que les technologies vont permettre d'accroître à la fois la sécurité, mais aussi la capacité. Nous avons nous-mêmes tout un processus à essayer de cadrer et d'orienter pour être en avance de phase vis-à-vis de cette nouvelle réglementation. C'est-à-dire que nous partons du principe que cette nouvelle réglementation, c'est nous qui allons la faire, mais la faire avec les usagers et en découvrant ensemble finalement les enjeux, les problématiques et essayer de trouver des réponses. Donc ne pas partir du principe que c'est la réglementation qui va faire finalement le trafic, mais que c'est bien l'expérience partagée qui va pouvoir nous permettre de trouver le bon niveau de réglementation. Nous partons d'une expérience similaire avec les ULM. Alors pour beaucoup aujourd'hui, l'ULM, ce n'est rien d'autre qu'un avion, mais pour nous qui avons peut-être un peu plus d'expérience, sachez que dans les années 2000 et un peu avant, l'ULM était quand même vu comme étant une exception pour l'aviation. Aujourd'hui, le drone reste encore une exception, une grande partie, mais on sait que justement, il va s'intégrer complètement dans le trafic et donc il va devenir un aéronef comme un autre. Et c'est bien une gestion globale vers laquelle nous devons aller avec une sécurité globale. Des nouveaux outils, je l'ai dit, existent. À nous de les utiliser au mieux et d'en tirer le maximum de profit. Et c'est pour ça que la DSNA a son propre programme d'innovation pour construire cette gestion partagée du ciel. Donc c'est très important de dire que l'aviation d'aujourd'hui doit évoluer et accepter de nouveaux entrants pour pouvoir permettre finalement une optimisation de cette ressource espace. C'est bien aujourd'hui une montée en puissance auquel nous devons faire face. Les drones sont à leur début.
quand bien même ils sont déjà bien implantés pour beaucoup de services et donc de capacité et de vol. Mais au fur et à mesure que, je l'ai dit, la progression et les capacités et les expériences vont le permettre, on va encore évoluer. Et donc, nous avons notre propre feuille de route qui montre qu'on doit aller vers, en fait, une gestion dynamique de l'espace, donc ce que l'on appelle en 4 dimensions. Nous devons intégrer complètement une gestion digitale, c'est-à-dire que le contrôle aérien dont je parlais tout à l'heure aura sa part, mais une grande partie des discussions, je vais dire des négociations sur les trajectoires se feront de manière digitale. Et puis, en fait, si aujourd'hui la DSNA, en tant qu'organisme du ministère des Transports, avec le ministère des Armées, nous sommes 2 organismes prestataires de navigation aérienne, on va dire habilités par les ministères. Demain, nous savons que nous allons aussi avoir des sociétés, des prestataires nouveaux qui vont s'introduire pour cette gestion. C'est ce que les règlements européens sur les drones ont introduit. On n'a pas encore totalement la vision de comment tout ça va s'ajuster et va s'articuler complètement, mais en fait c'est un fait et c'est donc quelque chose sur lequel on doit aussi apprendre. Et puis finalement, aujourd'hui nous avons déjà des outils, nous savons faire cohabiter des petits avions, je l'ai dit, des ULM et puis des plus gros autour des aéroports notamment. Il faudra continuer une type de cohabitation, mais nous n'avons pas non plus vocation forcément à tout vouloir encadrer et donc il faut rester aussi avec un degré de liberté laissé à ces nouvelles mobilités pour qu'elles puissent à la fois se développer, mais surtout trouver leur point d'équilibre à la fois économique, mais aussi en termes de services. Donc un curseur à trouver finalement entre des prestations très automatisées, des prestations très directive au sens où en fait on maîtrise la trajectoire et on la partage avec l'ensemble des usagers et aussi une certaine liberté de pouvoir voler dans le ciel pour adapter les services. Voilà pour nous le processus d'apprentissage et le processus de prise de connaissance de ces milieux. C'est en étant présent sur ce type d'initiative Maël, c'est en étant présent pour accompagner les innovateurs et les passionnés d'aviation qui nous proposent des challenges aussi, et à nous d'essayer de les accompagner pour pouvoir leur expliquer ce que le ciel et les contraintes qu'il y a peuvent aussi apporter dans leur business case. Voilà, donc je me ferai un plaisir de peut-être accompagner un certain nombre d'entre vous, et ça sera avec toujours plaisir que je pourrai peut-être partager cette passion pour l'aviation civile. Merci à vous. Bonjour, de nouveau, vous voilà de retour. Donc c'est bon? On est en ligne, c'est parfait. Nous sommes en ligne. Voilà. Donc le jury a délibéré, mais avant, nous allons présenter les prix. Normalement, une petite musique. Non, il n'y a pas de musique, malheureusement. Je veux bien chanter, mais... Voilà, alors, un des prix sera donc le baptême de l'air. Donc le baptême de l'air, donc c'est 1 heure de vol pour chaque membre des 2 équipes qui auront été donc désignées comme gagnantes par le jury. Voilà, alors ce sera un envol à partir d'un aérodrome de votre choix, bien sûr en Nouvelle-Aquitaine. Et vous verrez donc que ça vous permettra de voir des choses extraordinaires en fonction de l'endroit où vous décollerez. Donc ça, c'est le premier prix. Le deuxième prix, ce sera la visite des FAL A350 et A320, donc à Toulouse-Saint-Martin. Donc vous verrez les chaînes d'assemblage et en même temps, vous verrez les usines d'où sont sortis d'autres avions mythiques et historiques, comme par exemple le Concorde, qui est sorti également de cet endroit-là. Et le troisième prix... Elle est trop loin. Le troisième prix, on va le voir quand même. Allez. Donc, le troisième prix, c'est la visite aussi de la chaîne d'assemblage des Falcon et du best-seller actuel, le Rafale. Donc, vous aurez l'occasion d'aller à Bordeaux-Mérignac et d'aller visiter ces magnifiques chaînes, spécialement celle du Rafale, vous verrez, assez impressionnante. On a l'impression de se promener dans un laboratoire. Alors,
Et le quatrième prix, donc, c'est une entrée gratuite pour tous les membres aussi des deux équipes au festival, la 22e Coupe d'Europe de Montgolfière, qui se tiendra dans le sud de Charente, donc du 4 au 7 août à Aubeville. Voilà, alors ça, ce sont donc les 4 prix pour les gagnants, pour les deux équipes gagnantes. OK ? Donc maintenant, je vais laisser la parole à Eric Giraud, le directeur général d'Aerospace Valley. Eric, tu es bien là? Je suis là si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend en plus parfaitement, c'est génial. Ben, écoute, tout marche bien, la caméra marche Donc, bien. c'est à toi. Merci beaucoup, Bruno. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très fier d'être celui qui est chargé de faire la remise des prix. Donc, je vais faire une petite… Alors, les gagnants sont dans ces enveloppes-là qui m'ont été remises par Mathilde. Donc, j'ai le nom des gagnants pour les deux thématiques. Donc, je remercie le jury pour le travail qui a été effectué, les questions qui ont été posées. Je veux féliciter les 6 équipes puisque j'ai pu assister au pitch. Donc, réellement, je veux tous vous féliciter puisqu'il n'y aura que 2 gagnants malheureusement. Mais félicitations à tous pour votre motivation. J'ai été absolument ravi d'entendre un peu d'international. So, thank you to speak English. Hablo un poco de castellano también, pero English is better. English is definitely better than castellano. Entonces, je vais le faire, and French is more better. Donc, merci à vous. Donc, c'était vraiment très intéressant d'avoir un peu d'international. C'était très intéressant d'avoir un peu de poésie aussi, parce que entre l'Aqua Valley et les avions aussi bruyants que les oiseaux, j'ai trouvé qu'il y avait un brin de poésie dans ce monde très dur des ingénieurs et des ingénieuses. Donc, félicitations aux 6 équipes. Vraiment passionnant. Et puis, merci aux deux intervenants, donc l'Agence d'innovation des transports et la DGAC, non pas pour nous avoir ramenés sur Terre, mais pour avoir rappelé qu'il y a un certain nombre de contraintes. Et je pense que ce n'est pas des contraintes, c'est réellement des opportunités que des jeunes comme vous, les 6 équipes, leur imagination, je n'en doute pas, permettra de pas de surmonter, mais de s'adapter à ces contraintes et de faire vivre une nouvelle mobilité verte. Donc, la raison pour laquelle je suis fier aussi de remettre ces prix, c'est que ce hackathon Maël, il entre totalement dans l'époque, donc de la transition écologique, dans ce que notre filière aéronautique a à faire. Donc, dans le fait qu'il faut maintenir l'aéronautique pour sa dimension sociétale, parce que, comme je disais, je ne sais plus qui, faire société, c'est se rencontrer, et se rencontrer, c'est se déplacer, aller au-devant de nouvelles cultures ou de gens qu'on ne connaît pas. Et l'aéronautique définitivement permet cela, et une aéronautique décarbonée de ville à ville, c'est quelque chose, un challenge passionnant. Et en plus, c'est d'autant plus passionnant que c'est vous, jeunes étudiants, qui aurez c'est une époque passionnante pour les ingénieurs, puisqu'il y a tout cette montagne technologique à gravir avec des échéances à 2030 sur de nouveaux avions. Donc, c'est réellement un challenge passionnant. En plus, tout cela, on le fait en région Nouvelle-Aquitaine et toutes ces préoccupations s'inscrivent dans la feuille de route de la région qui s'appelle Néoterra, que certains d'entre vous connaissent probablement. Et donc, avec cette volonté de faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire vert, écologique, avec une très faible empreinte carbone. Donc, on est totalement dans les axes. Voilà, donc avant de passer, puisque vous patientez, hein, c'est le suspense, c'est pas The Voice, mais pas loin. Donc, je voudrais remercier aussi ceux qui vous forment, c'est-à-dire les 3 écoles, ELISA, EXI et puis Estia, qui ont participé à ce challenge. Donc, merci aux enseignants qui forment la relève de nos filières. Merci également à tous les bénévoles, les sponsors qui ont accompagné les équipes. J'ai avec plaisir entendu que les équipes citaient ceux qui les ont conseillés, aidés à structurer. Merci à la région Nouvelle-Aquitaine qui soutient cette initiative, le projet Maël et puis le hackathon, donc tourné vers les étudiants. Aux sponsors, donc je vais les citer parce qu'ils sont importants, c'est par leur participation qu'ils rendent ces événements possibles. Donc Engie, Thales, l'aéroport de Bordeaux, l'aéroport de Saint-Exupéry à Jonzac,
les avions Mauboussin, Cap Composite, H3 Dynamics, Logico, Cerma et Voltaero, qui sont eux aussi engagés tous dans ces transitions. Merci également à nos partenaires, donc Elixir Aircraft à La Rochelle et puis l'Agence d'innovation de transport DGAC. Et puis, bien sûr, avant d'ouvrir les enveloppes, merci à toute l'équipe d'Aerospace Valley qui a rendu ça possible. Donc, nos deux techniciens, Bruno et Laurent, et puis notre Dream Team féminine, donc Mathilde, bien sûr, Tiffen et Jennifer, qui ont rendu le webinaire possible. Voilà, donc maintenant, on va passer aux cérémonies. Donc, la première thématique, c'était les enjeux sociétaux. Donc, j'ai ici l'enveloppe. Hein, donc, vous voyez, il n'y a pas d'huissier dans mon bureau, mais je vous garantis que… donc, le vainqueur désigné par le jury, eh bien, c'est l'équipe Bel Air. Donc, bravo à vous. On vous invite à ouvrir vos caméras et vos micros, l'équipe. Ouais. Oui, Bel Air, revenez, allumez votre micro, votre caméra, on vous écoute. Bravo. Merci. Un petit coup. Voilà, j'ajoute que effectivement c'est valable pour vous, valable pour la deuxième équipe, mais réellement les prix pour des passionnés d'aéronautique, visiter les FAL Dassault, les FAL Airbus, c'est absolument remarquable. Si vous n'avez pas déjà volé, vous allez voler. Et puis un balai de montgolfière, ça sera magnifique à voir. Donc bravo à vous. On passe au… Merci beaucoup. Eric, un petit mot pour Bel Air. Oui. Vous avez la parole une dernière fois. À nous. Allez, Lucas. Non, c'était un réel plaisir de participer à ce hackathon. Ça nous a permis de découvrir un petit peu, enfin, pour mon cas, ce qu'on peut plus réellement faire. Et même eux, je pense, avec moi, ça leur a permis de savoir un peu plus que ce domaine, ça les intéresse. Et donc voilà. Super. Merci à vous. Merci et bravo. Merci l'équipe. Et donc, alors j'ai la deuxième enveloppe, la voilà. Donc sur la deuxième thématique, c'était les nouveaux usages. Donc je découvre le vainqueur. Donc le vainqueur pour cette deuxième thématique, c'est l'équipe OS1. OS1. Donc on va allumer les caméras peut-être. Ouais. Équipe d'Elisa, encore. OS1, êtes-vous là? Oui, on est là. Oui. Allez, un petit mot, on vous écoute. Merci à vous pour nous avoir offert cette expérience. On souhaite remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, notamment Monsieur Carré de Cerma Énergie qui a rendu ce projet viable, et Monsieur Vichenon aussi, et tous les intervenants qui nous ont aidés pour… qui nous ont écoutés aussi aujourd'hui. Ouais, et pour ceux qui nous ont aidés en novembre pour la journée du hackathon. Et voilà, on souhaite féliciter aussi les autres équipes pour leur projet. Et c'était une super expérience. Ouais, un grand merci à Aerospace Valley pour l'opportunité d'avoir pu faire ça. Et merci. Merci. Merci à vous. Merci. Bravo. Merci. Donc bravo aux vainqueurs, félicitations à vous. Pour ceux qui ne sont pas vainqueurs, je leur rappelle que quand Elon Musk a présenté ses projets la première fois, il n'a pas gagné au premier coup, et donc il faut persister parce que vos propositions étaient passionnantes, et donc il faut persister dans la filière, on a besoin de vous, et donc merci encore. Je ne sais pas qui fait la conclusion. Je vais demander à… C'est toi, Eric. C'est toi, Eric. Mais écoutez, la conclusion, je vais la faire. J'ai déjà remercié tout le monde. Félicitations à tout le monde, vraiment félicitations aux écoles qui forment, comme je l'ai dit, la relève. Je donne donc rendez-vous à tous les participants à d'autres événements, puisque en juin va arriver un événement d'Aerospace Valley qui est le forum pour tous nos membres, et à ce forum qui se passera à Biarritz, donc sur les terres presque de l'Estia, ou d'Israël-Estia, et bien donc on réunira toute la communauté d'Aerospace Valley et forcément l'aviation décarbonée, mais aussi le spatial, les drones dont a parlé l'intervenant des GAC. Donc la mobilité drone
seront au cœur des débats avec des tables rondes passionnantes et puis des échanges techniques entre les participants. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Et ensuite, à l'automne, Maël repart, c'est-à-dire que nous allons faire une journée Maël en Occitanie, une journée Maël en Nouvelle-Aquitaine. Les dates vont être prochainement bloquées et on sera ravis d'accueillir tous les participants à ce hackathon. Et puis, bien sûr, c'est un long chemin jusqu'à l'avion totalement décarboné, donc ce type de manifestation a vocation à revenir. Et donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci encore à tous les participants, tous les bénévoles, tous les sponsors. C'est grâce à vous qu'on fait avancer l'aviation de demain. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.